Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une série de vidéos consacrée à Shadows of Brimstone, qui est un jeu issu de Kickstarter il y a maintenant bien 3 ans. Pourquoi je lance cette série de vidéos maintenant? Déjà parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de qualités, des défauts intrinsèques et un parti pris qui plaira pas à tout le monde forcément. Il y a une nouvelle campagne Kickstarter qui s'annonce ici pour un jeu complètement compatible avec celui-là, avec Shadows of Brimstone. Donc ça pourra intéresser des gens qui n'ont pas été impliqués dans le premier Kickstarter. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer un petit peu tout ça, de vous parler du jeu. Dans cette première vidéo, je vais me contenter d'une présentation générale, d'appuyer les défauts, les avantages du jeu, et de faire un petit historique du projet. J'aborderai plus précisément les règles dans plusieurs autres vidéos pour les héros, pour les ennemis et le système de campagne. Donc c'est un dungeon crawler complètement coopératif dans un univers western contre monstres avec tentacules, comme vous le voyez sur cette image. Vous allez en gros aller dans des mines, tuer des ennemis, remplir des missions. Vous trouverez parfois, souvent même, des portails menant vers d'autres mondes. Et en gros, vous allez vous balader sur des cases. Voilà à quoi ressemble le jeu sous Tabletop Simulator. Je l'utiliserai en partie pour vous montrer le jeu. Comme sur toutes mes vidéos, je préfère faire comme ça pour vous expliquer le jeu. Le jeu a un matériel très très fourni, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, des centaines et des centaines de cartes dans des dizaines et des dizaines de paquets différents. Mais bon, ça je vous en parlerai juste après. Alors je vais vous parler du jeu, de la base du jeu, on va dire. Il y a déjà énormément d'extensions qui sont sorties et énormément d'extensions à sortir. Mais je pense que malgré le nouveau Kickstarter, tout ce que je vais vous dire là sera valable pour le jeu. Ils ont beaucoup de créativité sur les nouvelles extensions. Je ferai une vidéo sur les extensions, on va dire les types d'extensions, parce que toutes les extensions ça va être compliqué, mais les types d'extensions et donc les extensions majeures. Et à chaque extension, ils rajoutent vraiment du contenu, des changements, des ajouts qui enrichissent le jeu. Alors pour certains, parfois trop, parce que ça devient... Alors c'est jamais complexe, mais très riche. Voilà. C'est vraiment un jeu très riche. Je doute qu'il révolutionne le jeu, puisque de toute manière, ce nouveau Kickstarter sera fait pour financer, alors entre autres, probablement avec des extensions, mais une 3e boîte de base du jeu. Oui, il y a 2 boîtes de base dans ce jeu qui sont complètement... on peut les combiner complètement, jouer avec l'une ou avec l'autre. Les systèmes sont complètement interopérants. Enfin, vraiment, c'est le même système. Mais ont des monstres différents, des héros différents, des choses comme ça. Sachant également qu'il y a énormément de contenu fait par les fans pour corriger tous les petits problèmes, enfin au moins en partie, une bonne partie des petits problèmes que je vais vous évoquer. Il y a énormément de contenu de fans. Sur fanmed.fr, un tout petit forum que j'anime, entre guillemets, vous pourrez trouver la traduction d'absolument tout ce qui est sorti pour le jeu, qui a été fait par un certain Quire, qui a fait un boulot énorme. Voilà. Alors après, ça représente énormément de boulot aussi pour imprimer tout ça. Mais tout a été traduit. C'est un boulot de psychopathe, je le dis. Voilà. Donc, ce jeu, Brimstone, est un jeu issu de Kickstarter. Je vais vous faire un petit historique du jeu et de sa livraison. Alors, il a été financé il y a bien longtemps maintenant.
La livraison, comme vous le voyez, était prévue en août 2014. Ok, c'est assez vieux. Ils ont livré les 2 boîtes de base, quasiment que ça, hein, quasiment que les 2 boîtes de base et puis les peintures, puis quelques petites figures, enfin quelques duplicata des figurines des boîtes de base, avec très peu de retard, enfin par rapport à un projet Kickstarter de cette ampleur. Ils l'ont livré autour de Essen 2014, donc quelque chose comme octobre ou novembre 2014. Le retard était vraiment léger, voilà. Mais ils n'ont livré que ça. Alors, pour vous faire un petit historique, ils ont fait, comme vous le voyez ici, ils ont fait 1 300 000. C'est beaucoup. Et et ils n'avaient absolument aucune expérience de Kickstarter. Et donc, ça a dérapé dans les grandes largeurs. Ils ont fait, il y avait plusieurs, je passe ça rapidement, hein, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y avait plusieurs niveaux de pledge, un niveau Outlaw et surtout un niveau Minecart. Le niveau Outlaw, c'est les 2 boîtes de base plus les stretch goals. Donc ça, a priori, ils n'ont pas eu trop de soucis enfin de soucis, ils n'avaient pas trop de soucis là-dessus, mais ils ont aussi fait un pledge qui s'appelait le Minecart, qui contenait également un exemplaire de tous les add-ons du jeu. Ce pledge, malgré son prix de $450, ils l'ont annoncé ensuite, n'était absolument pas rentable pour eux. Et ils disent, alors bon, on peut les croire quand même, je pense qu'on peut les croire, qu'ils perdaient de l'argent sur ces minecarts là. Alors je vais vous montrer pourquoi. Voici d'abord tous les stretch goals. Donc des variantes, des paquets de cartes, des nouveaux ennemis. Et là qu'on est qu'à 125, un nouveau type de héros, des tuiles supplémentaires. Alors ce stretch goal a un peu changé, a été amélioré parce qu'il était un peu naze. Une boîte complète avec un autre monde. Alors ça devait être juste un petit des cartes et en fait ils les ont bien développées. Encore des monstres, encore des héros, encore des monstres, encore des cartes, encore des ennemis, des alliés. Et ils n'ont pas fait juste quelques cartes pour les alliés, mais tout un système autour. Et ça, c'est assez valable pour toute leur production. Là, juste un plateau avec la ville et des règles. Alors, en fait, ils en ont fait une. Ça, on est toujours dans les stretch goals, hein, pas dans les add-ons. Ils en ont fait une extension complète, très développée avec des types de villes, des événements en ville, un grand plateau où on peut se battre contre des bandits, etc. Voilà, ça, j'ai pas fini encore plein de stretch goals. Une énorme figurine d'ennemis. Quand je dis énorme, elle doit faire bien, je sais pas, peut-être pas 30 cm de haut, mais aussi, ouais, pas loin, en tout cas. Encore des ennemis, des héros, encore des ennemis, un ennemi plus gros, voilà, bon, énormément de choses. Et ça s'est arrêté, là, voilà, 1,3 million. Donc ça, c'est la partie stretch goal gratuit ajouté à tous les pledges. Ensuite, bon, ça c'est les stretch goals qui n'ont pas été atteints. Ensuite, tout ce qui a été ajouté en optionnel. Des nouvelles classes de héros. Donc ça, ce qui était soit optionnel pour le pledge Outlaw, le pledge de base, soit inclus pour automatiquement dans le minecart. Des paquets avec des rencontres, des ennemis, des tuiles, etc. Des boss ennemis. Une nouvelle boîte complète avec un autre monde. Encore une nouvelle boîte avec des autres mondes, des accessoires de jeu, des nouvelles cartes, des monstres, encore des gros monstres, encore des plus gros monstres. Voilà, plein de choses. Un très gros monstre, un nouveau autre monde. Enfin bref, ils ont... bon, et ensuite, ça, c'était des add-ons optionnels qui sont des doublons, des choses ou des choses comme ça qui n'étaient pas inclus dans le minecart. Voilà. Bref. Comme vous pouvez le voir, ils ont rajouté énormément de choses et ils se sont laissés emballer par le Kickstarter et ont vraiment mal calculé leurs coûts. Donc pour corriger ça, ils n'ont absolument pas abandonné les backers, même si certains backers qui n'ont rien reçu pour le moment peuvent le penser. En gros, leur stratégie, ça a été de
de sortir dans le commerce, et là ça va hurler, des add-ons ou des stretch goals qui n'ont pas été livrés aux backers. Alors, pour financer l'ensemble de la production. À chaque Gen Con, ils ont produit des éléments du jeu, une première boîte d'extension il y a 2 Gen Con, et à la dernière Gen Con, une deuxième grosse boîte d'extension, plus entre-temps la petite boîte d'extension Frontier Tone là, dont je vous parlais, qui développe un peu le jeu en ville. Voilà. Ils ont proposé à mi-chemin à peu près une vague dite 1.5 qui était optionnelle, payante, qui était relativement raisonnable pour les backers, pour recevoir tout ce qui était sorti dans le commerce et tout ce qui était disponible sur le moment, qui était à peu près abordable pour les Américains et qui était absolument hors de prix pour les Français. 100$ si vous l'aviez pris pendant l'ouverture du Pledge Manager, 125 ou 150 juste pour se faire envoyer du matériel que vous aviez déjà payé, sans parler de la douane qui n'était pas prise en charge lors de cette vague-là. Bref, un prix absolument indécent. Donc très peu d'Européens l'ont pris. Alors moi j'ai eu de la chance de le prendre parce que j'ai pu revendre une partie. J'avais un deuxième pledge pris par quelqu'un d'indélicat qui me l'a jamais payé. Donc en vendant à la découpe un petit peu à moitié prix, je me suis payé une grosse partie de ces frais de port et de la douane. Donc j'ai pu faire ça et j'ai pu... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc on pourrait leur en vouloir, leur dire que c'est n'importe quoi, ce qui est le cas. Mais le jeu a... On va dire qu'ils se sont fait plaisir. Dans le sens où ils auraient pu sortir ce jeu-là avec le strict minimum vital des stretch goals, des add-ons et des choses comme ça. Clairement, hein, ils auraient pu faire au minimum. Je sais plus, il y a 150 cartes dans la boîte. C'est juste un stretch goal à 25 000 €, là, la ville, là, vous voyez. On passe de 475 à 500 000. Il n'y a quasiment aucun projet aujourd'hui qui donne du contenu comme ça en stretch goal aussi énorme. Voilà. Il y a des gens qui sont très mécontents, bien entendu, mais on va dire il y a quand même une grosse base de fans qui reconnaissent la qualité du travail qu'ils ont fait. Je suis mitigé comme vous, mais enfin voilà, ils ont assumé, on va dire, et ils livreront, apparemment, d'après ce qu'on sait, en début d'année prochaine. Voilà, d'après ce qu'ils annoncent là, voilà. Donc si ces pratiques-là vous insupportent, si le retard vous insupporte, alors ne participez pas au Kickstarter. Si c'est trop tard, que vous avez déjà participé puisque vous regardez cette vidéo plus tard, tant pis. Je suis désolé pour vous. Désolé pour cette longue introduction. Ensuite, deuxième élément, les figurines du jeu sont à monter. Elles sont en plastique sur des grappes. Les figurines de la boîte de base n'étaient pas de très bonne qualité. Elles étaient assez grossièrement injectées. Pour avoir vu donc la vague 1.5, énormément de choses. Non seulement les figues de monstres se sont bien améliorées. Une qualité d'injection bien supérieure. C'est d'ailleurs pas le même fabricant que la boîte de base en vrai, hein. Ces figurines de monstres sont en plastique. Elles sont donc collables moi je trouve, très facilement avec de la colle plastique qui fait fondre le plastique. La colle à maquette type LR, voilà. C'est très facile à faire. Moi je trouve, on est très loin de Kingdom Death Monster et de sa complexité dans le montage. Les figurines de héros. Les nouvelles figurines de héros sont en résine. Alors attention, c'est une sorte de résine plastique. Il ne s'agit absolument pas voici à quoi ressemblent les figurines de héros. Alors les figurines de héros de la boîte de base que vous voyez là ne ressemblent pas à ça parce qu'elles sont beaucoup plus... Les détails sont beaucoup plus mangés. En revanche, les nouvelles figurines de héros sont en résine plastique. Alors je dis résine plastique parce que c'est pas de la résine qui forme des bulles comme la résine, on va dire traditionnelle, un petit peu lourde. Ces figurines-là, vous les laissez tomber. Si vous les avez en main, vous vous rendez pas compte que c'est de la résine. On dirait vraiment du plastique.
Elles sont légèrement plus fragiles probablement, mais l'avantage, le désavantage, l'avantage c'est que le niveau de gravure ressemble vraiment à ce moment-là à ce qui a été promis pendant le Kickstarter. Franchement, le niveau de qualité est très bon. En revanche, elles sont beaucoup plus chiantes à coller parce qu'il faut utiliser de la superglue. Donc là, je conseille activateur et superglue. Bon, vous viendrez sur les forums, vous en parlerez. Je l'ai conseillé à quelqu'un qui s'y est mis. Il a été ravi du système. Vous appliquez avec un espèce de stick généralement ou avec un spray. Ce produit magique, vous mettez une goutte de superglue dessus et ça la rend immédiatement collante. Ce qui fait que le début du collage est beaucoup plus facile. Ce qui est le problème avec la résine. Donc c'est un peu plus chiant. On ne sait pas si les figurines de la deuxième boîte de base seront en résine ou en plastique. Voilà. De la troisième boîte de base, pardon, excusez-moi, du nouveau Kickstarter. Donc ça, c'est un élément qui pourrait vous rebuter. Donc c'est pour ça que j'en parle. Le background du jeu est assez... En gros, vous vivez dans un monde, dans un monde western, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais un minéral nommé Brimstone a été découvert dans les mines de la région. Les gens se sont rendus compte que ce minerai avait deux propriétés. Première propriété, elle permettait de fabriquer des objets avec des pouvoirs magiques très puissants. Bon, on s'est rendu compte d'une autre chose, que les entasser toutes au même endroit, dans des énormes entrepôts, était dangereux. Et la ville de Brimstone a complètement explosé. C'est un espèce de cratère à cet endroit-là. Et ça a bouleversé tout l'équilibre magique de la région. Et dans les mines sont apparus des portails menant à d'autres mondes. Et ces autres mondes ont déversé des monstres dans les mines, puis dans la région, etc., qui se sont infiltrés. Alors bon, c'est bien gentil, mais en gros, vous allez être des mercenaires, des cow-boys, des preachers, des indiens même éventuellement, des choses comme ça. Et vous allez aller dans les mines, vous allez tuer des trucs, il va vous arriver des aventures, vous allez looter, vous allez gagner de l'expérience. Donc c'est un crawler relativement classique de ce côté-là. Il y a de la persistance, vous allez jouer de mission en mission, vous allez bien entendu progresser. Mais attention, il n'y a pas d'histoire au sens global du terme. Vos héros vont faire des missions qui n'auront pas d'histoire qui va se dérouler réellement. On va vous dire, on pense qu'il y a un gisement de brimstone qui a été abandonné dans une mine qui a été envahie. Il faut y aller pour le récupérer. Une autre truc, il y a eu des enlèvements, il faut aller récupérer la personne, etc. Il n'y a pas d'histoire globale. Le jeu raconte beaucoup d'histoires, mais ce sont des histoires, plutôt des événements locaux qui vous arrivent. Quand je dis locaux, c'est ponctuel, pardon. Qui vous arrivent et qui se développent, qui développent pas vraiment le background de vos personnages, mais il se passe plein de choses. Il se passe énormément de choses et c'est un des plaisirs du jeu. Comment se déroule le jeu ? Vous allez avoir une alternance. Vous faites une mission comme celle-ci. Ensuite, vous rentrez en ville. En ville, il y a des bâtiments. Vous allez pouvoir acheter des choses, éventuellement vous entraîner. Vous développez, il va vous arriver plein d'événements en ville et ensuite vous allez choisir une nouvelle mission et vous allez faire ça. Alors, c'est comme ça que le jeu est organisé et très franchement, je doute qu'ils introduisent un système complet de campagne dans le nouveau Kickstarter. En revanche, comme je vous le disais, il y a du travail fait par les fans sur Board Game Geek monstrueux. Quelqu'un a fait du contenu qui s'appelle X-Crawl, qui a peut-être une centaine de pages d'événements spéciaux, une carte sur laquelle vous allez vous balader
prendre des missions en ville. Les villes, vous allez noter ce qu'il y aura dans cette ville-là, la ville qui s'appelle machin, c'est une ville dont la spécialité c'est ça. Vous y êtes allé, quand vous êtes allé rencontrer, vous avez une dette envers ce PNJ, donc dès que vous allez y aller, on va vous demander de l'argent, on va vous y proposer des missions, vous allez pouvoir y revenir. Et dans sa toute nouvelle version, possède quelques... alors, il y avait un objectif global dans la première version d'Excrawl, mais qui était assez monstrueux, qui était de fermer toutes les mines en les faisant exploser ou en faisant des rituels magiques pour les fermer. Il y a de nouveaux objectifs dans cette cette ville-là, et dans cette version d'Excrawl, et c'est vraiment un travail génial. Même si vous n'êtes pas fan du travail fait par les fans, c'est formidable. Franchement, c'est vraiment génial et je vous le conseille. Il y a une part. Alors, je sais pas si Quire a traduit, parce qu'il y a une toute nouvelle version, je suis pas sûr. Il faut voir avec lui. Il y a des centaines d'événements, plein de règles spéciales. Il a fait même des tuiles pour combattre à l'extérieur, ce qui n'existe pas dans le jeu de base. C'est uniquement dans les mines et dans les autres mondes. Bon, bref, c'est vraiment génial. Voilà. Alors, un autre avertissement sur le jeu. Vous allez lancer des brouettes de dés tout le temps et pour tout et n'importe quoi. Donc, si vous êtes un petit peu allergique au hasard, vous allez être déçu. Alors bon, si vous êtes là, j'espère que vous n'y êtes pas allergique. Mais clairement, c'est un jeu où le hasard vient de deux manières. Déjà, vous lancez des dés absolument tout le temps sur ce qui vous arrive. Et vous tirez énormément de cartes d'événements. Et même la longueur des parties est tirée au dé. Je vous expliquerai ça plus tard. Vous avez un système de compteur. Tous les tours, vous lancez 2 dés. Si vous atteignez pas un certain score, les ennemis progressent, entre guillemets. Il y a un petit tracker qui sert à compter ça. Et quand il arrive à 0, ce que vous cherchiez à l'intérieur s'est échappé et c'est perdu. Et tout au long de cette progression, il va y avoir des mini-événements qui vont arriver. Quand vous rentrez dans les salles, vous piochez un jeton exploration qui vous dit s'il y a une rencontre, s'il y a des ennemis, s'il y a des choses comme ça. Et il y a énormément d'événements. Alors c'est aussi... ça peut être la faiblesse pour ceux qui sont un petit peu allergiques au hasard, mais c'est aussi sa grande force. C'est-à-dire qu'il vous arrive toujours des choses. Vous trébuchez sur un truc, c'est une main momifiée horrible. Vous perdez des points, vous prenez des points de folie parce que vos persos peuvent devenir fous. Ils peuvent avoir des mutations, mais vous pouvez aussi trouver de l'or, des trésors, des choses comme ça. Il vous arrive énormément de choses. C'est vraiment très riche. Et plus le jeu progresse en contenu, en extension, etc., plus il rajoute des systèmes, des sous-systèmes, ça devient très riche. Le rangement de ce jeu devient un enfer si vous avez tout. Pour certains, ça va être un avantage, hein, pour d'autres, un inconvénient. Voilà. Alors, l'autre élément dont je voulais vous parler, c'est le côté tactique du jeu. Il faut être assez honnête. Ce n'est pas le jeu le plus tactique, tactique de l'univers. Il y a des jeux, Descent première édition par exemple, est beaucoup plus tactique et demande du placement à la case près, des calculs de ligne de vue très précis, etc. Je ne sais pas si c'est très visible ici sur cette vidéo, mais les cases sont assez grosses et les salles, même les plus grandes, n'ont pas énormément, c'est assez joli, hein, au passage, n'ont pas énormément de cases différentes. Tous les ennemis des boîtes de base combattent au corps à corps. Ça change dès qu'il y a des extensions, on commence à avoir des ennemis qui commencent à tirer à distance. Donc, le niveau de tactique n'est pas énorme. Vous allez principalement vous contenter de faire des bouchons pour vous empêcher les monstres de vous déborder. Mais vous dire que ce jeu est le jeu le plus tactique de la Terre, ce serait mentir. C'est très riche. Il vous arrive plein de choses. C'est ce que j'appelle, moi, un jeu d'aventure. Plutôt qu'un jeu stratégique comme un wargame ou quelque chose comme ça. On va dire que l'arbre de décision est quand même pas énorme. Il faut surtout choisir sur qui vous allez tirer.
plus qu'autre chose. Voilà. Euh, c'est vraiment le pur Ameritrash. Beaucoup de dés. Vous allez en lancer beaucoup, avoir beaucoup de possibilités de relancer. Vous allez avoir des jetons qui vous permettent de relancer. Voilà. Malgré tout ce que je vous ai dit, des critiques que je viens d'évoquer, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué en 2014 et en 2015. C'est très très addictif. J'y ai joué avec des groupes très très différents. Dans mon club de jeux de jeux de plateau, qui est aussi un club de figurinistes, avec mes potes hors club, et avec mon neveu de 12 ans, qui même avait 9-10 ans à l'époque, qui parle pas un mot d'anglais et qui connaît les cartes par cœur mieux que moi. Et c'est énorme. Alors pourquoi c'est énorme? C'est le plaisir du loot, de la progression de vos personnages, de ce qui vous arrive, voilà. Et en plus, grâce à ça, grâce tout ce qui est disponible sur le net, il y a des moyens de corriger énormément de problèmes du jeu. Par exemple, il y a un problème relativement rapidement, il y a un problème de difficulté dans le jeu. Les personnages deviennent un peu trop puissants, principalement avec les boîtes de base. Les monstres plus évolués sont plus forts et sont plus difficiles à contrer. Mais il y a des gens qui ont plein de variantes pour augmenter la difficulté. Il y a vraiment plein de choses à faire pour pouvoir corriger tout ça. Comme vous le voyez sur les cartes, ils ont abandonné, c'est Flying Frog Production, pardon, j'ai oublié de citer le nom de l'éditeur au tout début. Il n'y a pas de photos, ce sont que des dessins qui sont assez jolis. Tout le matériel du jeu est assez joli. Les pions, les figurines, tout ça, les tuiles, c'est très sympa. C'est toujours mon point de vue, comme d'habitude. Donc voilà, il y a des moyens de corriger tous ces éléments du jeu. Au niveau de la durée de partie, chaque mission dure on va dire entre 3 quarts d'heure si ça se passe mal et 1 heure et demie. Puis la phase de ville peut être courte ou très longue, suivant si vos gars ont envie d'aller jouer au saloon, faire des événements en plus, etc. Et à quel point ils vont réfléchir à tout ça. Un autre... Oh mince, j'étais en train de charger ça, ce n'est toujours pas chargé. Un autre élément du jeu. J'essayais de charger tant pis, le manuel du jeu. Vous allez devoir jouer avec une fiche de perso, car certaines modifications que vous allez obtenir sur votre personnage ne seront pas... vous ne pourrez pas le suivre sur... Alors je vous cherche une feuille de personnage. Ça, ce sont les fiches qu'on utilise quand on va en ville, quand on n'a pas l'extension. Je cherche les fiches de personnage, je suis désolé. Ah voilà. Hop, voilà. Ah non, c'était d'une figurine. Voilà, fiche de personnage. Voilà. Ça, ce sont vos stats de départ, vos caractéristiques. Je l'expliquerai tout ça plus tard. Vos caractéristiques vont augmenter. Vous avez des points de vie, vous avez une armure, des points de santé mentale, des points de vie. Vous avez une défense pour les points de vie, une défense pour les points de santé mentale. Enfin bref, vous avez plein de caractéristiques. Et tous les éléments qu'on peut acheter dans le jeu ne sont pas forcément disponibles en carte. Alors pour vous montrer... Alors non... Voilà, par exemple, là, vous pouvez obtenir des objets supplémentaires qui ne sont pas disponibles sous forme de carte. Alors, donc il faut une feuille de personnage pour pouvoir noter tout ça. Sachant que, comme je vous l'ai dit, y a des fous furieux qui ont fait des packs à commander sur Printer Studio, pour avoir toutes les cartes, avoir tous les types d'armures, etc. Pour avoir tout représenté sous forme de carte.
Voilà, une partie des cartes, vous avez que je vais vous citer pour vous faire une petite idée du jeu. Donc ça, ce sont... Mhm. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à piocher les cartes. Hop, bon, bah, ça sont les cartes équipement, des cartes en gros, sont des objets communs. Ça sont des artefacts qui sont présents dans la mine, des artefacts présents dans le premier monde d'une des deux boîtes qui sont les marais de Jargono, ceux des plateaux de Targa. Bon, je sais pas pourquoi vous avez deux. Ah, ça c'est une extension de mine. Vous avez des cartes de menaces que vous piochez quand vous rencontrez des monstres. Suivant le nombre de membres de votre groupe, bah, vous tapez dans tel ou tel paquet. Les cartes qui vous disent, parce que les cartes sont générées aléatoirement, qui vous dit quel type. Ça, ce sont des mini-événements qui se passent quand les ennemis, la progression arrive à un certain point, vous le piochez, ça buff les ennemis, vous pouvez vous faire attaquer par une embuscade, etc. Là, vous avez des rencontres, ce sont des petits événements. Alors ça, c'est juste une attaque, par exemple, mais ça peut être un peu plus développé. Là, vous allez rentrer dans un passage qui est inondé, vous allez jeter des dés, vous allez avoir des tests à faire pour essayer de pas vous faire, alors que vous êtes en train de vous faire attirer par des mains de zombies sous l'eau, pour vous dégager. Si vous n'y arrivez pas, bah, il va se passer ça. Donc voilà, beaucoup de hasard, mais plein de choses. Voilà, ça va raconter plein de choses. Ici, vous trouvez un hôtel d'un dieu sombre. Vous pouvez soit le défoncer en choisissant l'un d'entre vous qui fait un test de force, soit l'ignorer et faire un test de chance pour voir s'il vous arrive pas une emmerde. Voilà. Bon, il y a plein de types de cartes différentes. Ça, ce sont les menaces quand vous êtes dans les autres mondes. Vos personnages ont un objet personnel tiré au hasard, un petit couteau de lancer, un ruban que votre grand-mère vous a donné, enfin bon bref, plein de choses, des équipements de départ, c'est très très riche. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres choses? Ça, non. Bon, ça ce sont les fiches de monstres, ils ont chacune des caractéristiques. Et voilà, bon là il y a tous les monstres des boîtes de base. Quand ils progressent, hop, je sais pas pourquoi, c'est que ça doit être bloqué, toggle, ouais, c'est parce que c'est bloqué. Hop, hop, quand les monstres progressent, bah déjà ils gagnent des pouvoirs élites par exemple. Bon, j'expliquerai tout ça. Et puis ils ont un niveau 2, un niveau plus puissant, brutal, voilà. Bon, j'ai fait comme d'habitude, beaucoup plus long, voilà, les tuiles, là où généralement vous commencez, l'entrée de la mine, vous commencez, vous déplacez, vous allez là, vous regardez ici, ce qui vous fait piocher une des cartes comme ça, vous prenez la tuile en question, vous la placez au bout, vous mettez dessus un jeton exploration. Hop, je ne sais pas où ils sont, c'est pas grave. Sur lequel on va vous dire, bah finalement il n'y a que 1, 2, 3 entrées qui sont ouvertes. En plus de ça, vous rajoutez une attaque de monstre ou une ou deux cartes d'aventure, de rencontre. Et éventuellement, vous trouvez un indice. Les indices permettent de progresser dans les missions. Plus vous avez d'indices, chaque mission vous dit, quand vous avez tant d'indices, vous trouvez la dernière salle où il y a ce que vous cherchez. Il y a généralement une rencontre finale dite épique qui est ici, qui est plus puissante. Vous triomphez et vous avez gagné. Voilà. Vous avez plein de petits équipements, des bandages, des choses comme ça. Voilà, ça c'est ici, du whisky, de la dynamite, des herbes. C'est très très riche. Et là, c'est le fameux tracker dont je vous avais parlé. Les ténèbres commencent ici, ça progresse dans un sens. Une fois que ça arrive au bout, la mission est perdue. Alors c'est pas la mort, hein, mais la mission est perdue. Vos personnages vont gagner de l'expérience en tuant des monstres, vont gagner du loot. Ils peuvent gagner aussi des blessures permanentes que vous pouvez tenter de soigner chez le docteur, des folies que vous pouvez tenter de soigner principalement chez le prêtre, et des mutations, puisque la fameuse Darkstone crée des mutations. Vous pouvez avoir un troisième bras, une peau en forme de rocher, une bouche sur... donc les mutations ne sont pas toutes égales, hein, voilà. Clairement, il y a des mutations sympas et d'autres moins sympas.
Il y a énormément de feuilles, énormément de plateaux. Le jeu prend quand même énormément de place pour jouer. Voilà. J'espère que je vous ai présenté, alors ça a été un peu plus long que prévu, que je vous ai présenté ce jeu comme il faut. Je rentrerai plus dans les détails dans les vidéos suivantes. Tout d'abord, comment on joue les héros, puis comment on joue les ennemis, probablement l'explication d'une phase de ville dans une autre vidéo, et puis on verra comment ça va se passer, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Voilà, désolé d'avoir fait sinon, bonne journée.